Là, on est sur une intervention effectivement extrêmement surprenante par sa rapidité et qui montre bien qu'on n'est pas du tout dans une logique de négociation. Enfin, 5000 douilles ont été tirées et j'ai pas l'impression que de l'autre côté, les personnes qui s'étaient retranchées soient entrées dans une forme de logique de négociation. C'était un assaut avec, côté retranché, une logique suicidaire. Ce serait jusqu'au bout. Parce que là, on est face à une organisation qui ne négocie absolument pas. Donc, ce n'est pas un élément qui entre en ligne de compte dans C'est ça qui est intéressant, parce qu'évidemment, face à des situations aussi extrêmes que celles que l'on connaît, il y a d'abord une sorte de refus moral, de répugnance à l'idée même d'engager des négociations avec des organisations comme Daesh, Al-Qaïda ou bien Boko Haram, qui brûlent des villages entiers au Nigeria. Mais au-delà de ce refus moral, qui déjà pourrait se suffire à lui-même, il faut comprendre de manière un peu plus analytique pourquoi la négociation n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être d'abord parce qu'il y a, de part et d'autre, un refus stratégique de négocier. On ne va négocier que si on a l'impression qu'on va pouvoir obtenir quelque chose à travers cette négociation. Pour le moment... L'objectif, c'est la terreur. D'un côté, la terreur, et cet objectif est parfaitement atteint. Donc, ni Boko Haram, ni Daesh, ni Al-Qaïda n'ont envie d'engager une négociation. Leur objectif est en train d'être atteint, générer de l'effroi. Et côté coalition internationale, l'objectif, c'est de détruire Daesh. Donc, envoi du porte-avions. Les Américains disent que ce serait bien qu'on envoie également plus de troupes, mais on n'est pas du tout dans une logique de négociation. Il y a un refus stratégique de part et d'autre d'engager une négociation. Côté force internationale, on ne peut pas engager une négociation parce que ça signifierait qu'on reconnaît qu'on n'est peut-être pas en situation de gagner cette guerre. Et ça, c'est inacceptable. Et dans ce que j'entends, chaque partie auto-alimente l'autre, enfin alimente l'autre dans sa réponse et dans son rapport. Oui. Mais d'autant plus qu'il y a côté organisation terroriste une sorte de refus suicidaire de négocier jusqu'au bout. Ils sont prêts à se faire sauter. Ils ne sont pas en train de dire si vous faites ci, nous on fait ça, etc. Pas du tout. On distingue deux profils quand même chez les terroristes. Les kamikazes et ceux qui sont davantage qui préparent leur repli. À aucun moment, ni les individus en question n'ont dit nous voulons engager dans une forme de discussion ou de négociation, ni à Raqqa, les éléments de leadership n'ont dit nous voulons engager une négociation. À aucun moment. C'est une logique suicidaire, on ira jusqu'au bout. Et de l'autre côté, il y a un refus fondé sur des valeurs, c'est que de notre côté à nous, nous estimons qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Le respect de la personne humaine n'est pas négociable. La liberté de la presse n'est pas négociable. La liberté de se rassembler pour aller écouter un concert de rock n'est pas négociable. Donc il n'y a pas de zone de compromis. Il n'y a pas ce qu'on appelle la zone d'accord possible, elle n'existe pas. Donc il ne peut pas y avoir de négociation. Mais il n'y a jamais eu de faiblesse et de mollesse de la part du groupe État islamique depuis le début. Alors comment se fait-il que les Occidentaux, puisque ce sont eux qui luttent contre le groupe État islamique, ne soient pas positionnés de manière plus ferme dès l'émergence de ce groupe, dès la revendication d'un État dans l'État en Irak et en Syrie? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à des experts militaires, diplomatiques. Pourquoi, effectivement, les États-Unis ont refusé de suivre la France lorsqu'on s'était proposé, à l'époque, de faire des frappes contre le régime de Bachar al-Assad, à un moment où peut-être ça aurait suffi pour le faire tomber. Mais au-delà de ça, on est dans une situation où il y a aussi une question d'interlocuteur, puisque quand il y avait dans les années 80 du terrorisme style ETA ou en Irlande du Nord, l'IRA, il y avait tout de même une forme d'interlocuteur de l'autre côté de la table. C'est-à-dire que c'était des organisations, certes, employant des moyens terroristes, mais avec un leadership qui était suivi de sa base, et donc ils pouvaient déléguer des interlocuteurs. Et il y a eu des processus de négociation secrets. Là, la situation est tout à fait différente. On a des groupes, mouvements, avec des formes d'alliances très changeantes, des loyautés qui se dissipent très très vite, qui ne peuvent pas déléguer un interlocuteur de l'autre côté de la table. On ne sait même pas à qui parler. Et quand bien même il y aurait quelqu'un de l'autre côté de la table qui voudrait « moi je suis prêt à parler avec vous », il serait immédiatement marginalisé par des faucons encore plus durs dans ces organisations-là. Donc la seule réponse, c'est la force, c'est le militaire sur le champ extérieur. La difficulté, c'est que moi, je ne suis pas expert militaire, mais je ne pense pas qu'on puisse régler une question géopolitique aussi lourde, qui en plus s'enracine sur une réalité européenne particulière avec une jeunesse qui peut être sensible à des discours comme cela, simplement en envoyant des rafales. Ça ne suffira pas. Il faut comprendre d'où vient, qu'est-ce qui alimente. Et surtout, qu'est-ce qui permet cette connexion entre un discours de fou furieux dans cette région-là du monde et une écoute chez certaines personnes. En Europe, dans des cultures qui potentiellement sont différentes, puisqu'il y a une nationalité qui est française ou européenne ou belge pour parler des terroristes qui ont agi vendredi. Je vous remercie beaucoup, Aurélien Colson, d'être venu sur ce plateau pour nous livrer ces éléments.